De retour sur le plateau de l'Entre-deux pour accueillir notre invitée Amel Manaï, c'est une habituée de la maison. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de formation médicale des CHU et des CHR pour le compte de VAMED. Donc c'est exactement quoi en fait? Parce qu'on le dit comme ça, coordinatrice de formation. C'est-à-dire que je forme le personnel médical et paramédical sur les techniques de soins, sur les bases de l'hygiène, sur tout ce qui concerne la médecine en général. Donc je m'adresse uniquement aux professionnels de santé. Alors est-ce que c'est dire que vous également, vous êtes un professionnel de la santé? Oui, absolument. Je suis infirmière d'état de formation, plus plusieurs spécialités. On va dire, j'ai 18 ans de carrière et un bac plus 11. Voilà, dans plusieurs domaines. Non. Pas besoin de préciser, ça nous la boucle un peu, donc voilà, on se la ramène moins. Donc, on va parler avec vous d'Ebola. C'est vrai qu'il y a eu une psychose, on préfère le dire ainsi, parce qu'il s'est avéré qu'en fait, il n'y a pas de menace d'Ebola au Gabon. Non, il n'y a pas de menace, non. La menace, elle est toujours permanente partout. Du moment qu'il y a Ebola, il y a une menace partout dans le monde, d'accord, parce que ça peut se manifester n'importe où, dans n'importe quel foyer. Mais il n'y a pas de cas recensés actuellement au Gabon. Les cas recensés sont au Congo, mais il n'y a pas de cas actuellement au Gabon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. On sait très bien que les frontières sont poreuses, donc la possibilité de contamination existe toujours ou par voie humaine ou par voie animale. Donc la menace est là, le risque est là. Donc ce qu'on doit faire, c'est prévenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir Ebola au Gabon? Voilà la vraie question. Actuellement, il n'y a pas Ebola, mais il faudra qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'il n'y en ait pas. D'accord. Alors, avant de parler de cette prévention, juste une précision. Vous avez dit qu'il n'y a pas de cas recensés. Est-ce que ça voudra dire que vous contrôlez tous les décès, surtout au niveau de la frontière avec le pays touché? Je peux vous assurer qu'une mort par Ebola, ça ne passe pas inaperçu. Même si ça meurt au fin fond de la brousse, on saura toujours que c'est Ebola parce que, la pathologie se manifeste de manière très spectaculaire, donc ça ne passe pas inaperçu. Et en plus, si on a un décès, ça veut dire que toute la population avoisinante est contaminée et ça va très vite. La contamination, elle est entre 5 et 10 jours. Donc si on a eu un cas, je pense que les rumeurs ont commencé il y a à peu près 2 semaines. Donc si on avait vraiment un cas il y a 2 semaines, actuellement, on aura une grande partie de la population qui aurait été contaminée, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de cas au Gabon. Alors vous parlez d'une maladie spectaculaire. On va peut-être permettre d'expliquer un peu de façon très scientifique. Vous reviendrez nous expliquer c'est quoi exactement Ebola de façon terre à terre. Mais pour parler avec les scientifiques, on a retrouvé une vidéo qui explique un peu comment il fonctionne, le virus d'Ebola. On regarde. Regardons. Le virus Ebola se transmet par contact direct d'une peau lésée, écorchure superficielle ou des muqueuses avec les fluides corporels d'une personne infectée. Sang, urine, sel, sueur, larmes, etc. Ebola est un filovirus, une particule virale de forme filamenteuse. Comme la plupart des virus, il est constitué d'une information génétique, son génome viral, protégé par une enveloppe de protéines, la capside. Seul, le virus n'a pas les moyens de se reproduire. Pour cela, il utilise la machinerie et le métabolisme d'une cellule hôte pour produire de multiples copies de lui-même, c'est la réplication. En pénétrant la cellule, le virus perd sa capside et libère son génome viral. Celui-ci va se servir des capacités reproductrices de la cellule pour se répliquer et produire des milliers de nouvelles particules virales, des virions, qui vont à leur tour se répliquer dans d'autres cellules et infecter peu à peu tout l'organisme. Attaquées, les cellules libèrent des molécules pour signaler l'agression, les cytokines, qui provoquent les premiers symptômes de la maladie, apparition brutale d'une fièvre supérieure à 38 degrés qui s'accompagne de douleurs musculaires, de fortes migraines et d'une faiblesse intense. C'est à ce moment que la personne infectée devient contagieuse. Dans la circulation sanguine, les particules virales qui ont proliféré provoquent un dysfonctionnement de la coagulation. C'est ce que l'on appelle le syndrome de coagulation intravasculaire disséminée. De minuscules caillots sanguins se forment un peu partout et tapissent les artères. De nombreux tissus sont ainsi privés de l'oxygène transporté par le sang et se nécrosent, à commencer par le foie et les reins. Le malade est alors atteint de vomissements et de diarrhée. Selon les cas, des hémorragies internes et externes peuvent se manifester par tous les orifices et muqueuses du corps. La mort survient à la suite d'une défaillance généralisée de plusieurs organes, reins, foie, cerveau. Les cadavres restent particulièrement contagieux, car c'est au moment de la mort de l'hôte que le nombre de particules virales est le plus élevé.
Alors, c'est une maladie d'une violence extrême, assez spectaculaire, comme vous le disiez. Alors là, c'était assez scientifique comme explication. Assez simple et assez précis. Je comprends tout à fait le choix de cette vidéo. Et justement, nous, on intervient dans la partie de transmission. C'est-à-dire que dans la vidéo, quelque chose de très important a été dit. Ça veut dire que le virus, sans hôte, il meurt très vite. C'est un des virus le plus faible, en fait. C'est le champion du monde de la faiblesse, du fainéantisme, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ne lui donne pas l'occasion de le contacter et le ramener chez nous et construire un hôte qui va lui permettre de se multiplier et qui va lui permettre de passer d'une personne à une autre. Donc, la règle de base pour éviter Ebola, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, désinfecter la maison, désinfecter autour des habitations. Ça ne nécessite pas des moyens financiers. Il suffit de 5 cc, comment dire ça, un bouchon d'eau de Javel dans 5 litres d'eau. C'est largement suffisant pour désinfecter autour de la maison, pour se laver les mains, etc. Donc le problème d'Ebola, c'est l'inconscience collective sur l'hygiène. C'est ça le problème d'Ebola. C'est-à-dire que si on se lavait les mains régulièrement, parce que généralement on a tendance à se toucher par les mains, donc on le transporte très rapidement par les mains et on ne se lave pas les mains. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on devient un réservoir, on est contaminé et on contamine les autres. Sinon, quand il est dans l'air ambiant, du moment qu'il ne se met pas sur nous, il n'y a pas de risque. Il meurt très vite, en fait. C'est un virus qui meurt très vite. Si vous dites un virus assez faible, mais une fois qu'il trouve un terrain propice, il peut s'avérer le plus dangereux. Il tue assez rapidement. Il tue assez rapidement. La période d'incubation, de l'incubation jusqu'au décès, ça part de 5 à 10 jours. Et le problème, c'est qu'avant que les symptômes qui nous orientent définitivement vers Ebola soient vus, la personne est déjà contagieuse. C'est-à-dire que la personne est contagieuse avec un syndrome de palu ou un syndrome grippal. Fièvre, céphalée, maux de tête, faiblesse. Ça, c'est les symptômes qu'on trouve quand on a le palu, quand on a une grippe, quand on a une angine. Mais on se rend compte que c'est Ebola plus tard, donc un peu plus poussé dans les jours où on aura la diarrhée sanguine, les vomissements et les hémorragies. Et c'est à ce moment-là qu'on est sûr à la clinique que c'est un cas d'Ebola. Mais avant, on peut tout à fait penser que c'est un paludisme ou autre chose et du coup on a tendance à toucher le malade sans se protéger. Alors là, vous parlez de cas de personnes qui viennent consulter. Il faut dire qu'on sait comment ça fonctionne dans notre contexte. Une grippe ou un palu, parfois on essaye de gérer à domicile. Mais non, mais là, je m'adresse plus à la population qu'au personnel de santé. Le personnel de santé est déjà formé pour diagnostiquer à la clinique, à l'œil nu, comment faire la différence. Mais justement, à la maison, déjà, même, oublions Ebola, pardon. Si on laisse Ebola de côté, dans le général, quand on a une personne qui a une grippe à la maison ou un enfant qui est grippé, il faut qu'à chaque fois qu'on touche cet enfant ou cette personne, on se lave les mains tout de suite après. Il faut que ça rentre dans la conscience collective, en fait. Parce qu'en touchant et sans se laver les mains, on se contamine. Après, se faire contaminer par une grippe, ça va, mais se faire contaminer par Ebola, c'est autre chose. Donc il faut que les règles d'hygiène soient appliquées de manière rigoureuse et que ça devienne une deuxième nature dans la population pour que on évite les épidémies, que ce soit Ebola ou d'autres épidémies en fait. Il faut qu'on soit vraiment très, très, très rigoureux sur l'hygiène. C'est la seule chose, surtout pour Ebola, on n'a pas d'autre chose à faire que la protection, la prévention. Et la prévention, elle ne se fait que par les règles d'hygiène de base. Utiliser l'eau de Javel pour désinfecter les toilettes, les environnements autour de la maison, se laver les mains régulièrement, avoir un petit gel hydraulique, les gels mains antiseptiques constamment sur soi pour tout le temps avoir le réflexe de se nettoyer les mains. C'est la seule chose qu'on peut. Est-ce qu'après, ça ne va pas rendre un peu névrosé à la limite, je veux dire moi, je veux bien que la population soit névrosée en se lavant les mains. Elle risque rien à part se protéger contre les maladies, que ce soit Ebola ou autre. C'est pas grave. Je veux dire, si on a tendance à se laver fréquemment les mains, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. D'accord. Mais névrosé, si dans le cas où on va parler d'Ebola, on va rentrer dans la panique, justement, je suis là pour dire qu'il ne faut pas paniquer. Il n'y a pas de cas au Gabon, mais on fera tout pour pas qu'il y ait des cas au Gabon. Et Ebola, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire nous, la population gabonaise, qui sommes susceptibles de nous contaminer. Donc, pour éviter et briser une potentielle chaîne de contamination, il faut juste se laver les mains. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, Ebola, c'est une maladie de contact.
Mais est-ce que ça passe que par les mains? Quand vous dites laver les mains, on a l'impression que, ok, j'ai lavé mes mains ou mes mains sont protégées, ça va. Est-ce que ça passe pas par les autres voies cutanées à part les mains? Ça passe par une peau lésée, ça veut dire une blessure, par les muqueuses, par les rapports sexuels, par la projection de salive, donc par respiration. Donc si je parle à côté de vous et que vous êtes à côté et que par ma salive, je vous contamine. C'est comme une grippe en fait. Mais la grippe, le moyen le plus efficace, c'est de se laver les mains parce qu'on a plus tendance à toucher des choses contaminées, que ce soit une personne contaminée ou un environnement contaminé. Et c'est par notre propre main qu'on va toucher les yeux, qu'on va toucher la bouche, le nez, les oreilles. Et c'est nous-mêmes qui nous contaminons nos muqueuses, en fait. C'est-à-dire que le vecteur transporteur, c'est toujours les mains. À 90%, c'est les mains. Et c'est nous qui nous contaminons en passant de notre main à notre visage ou ailleurs. D'accord? Donc, essentiellement les mains. Certes, les rapports sexuels doivent être protégés. Ça n'a rien à voir avec Ebola, c'est dans l'ensemble, sauf si on a des tests sanguins qui font en sorte que nous avons un partenaire sain, etc. Quand on éternue ou quand on tousse, il faut toujours avoir un mouchoir devant soi et se laver les mains après. Donc ce sont vraiment les règles d'hygiène de base, comme pour une grippe, qui peuvent faire en sorte qu'il n'y a pas de contamination. Alors, il suffit d'une personne qui soit contaminée pour avoir un risque de contaminer plusieurs personnes. Donc si tout le monde veille à ce qu'il ne soit pas contaminé en appliquant les règles d'hygiène le concernant personnellement, si tout le monde le fait, toute la population est protégée. Alors, vous avez dit tout à l'heure que jusqu'à un certain niveau, je crois jusqu'au 3e jour d'incubation, ça ressemble à une simple grippe et autres. Et dans la vidéo, on le voyait, le patient devient malade d'abord de l'intérieur. Une fois que la maladie s'extériorise, c'est déjà oui, c'est-à-dire que le virus, il est déjà à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut stopper encore à ce moment-là ou c'est Pour l'instant, la maladie, elle est virale. Quand il y a une maladie bactérienne, on peut utiliser des antibiotiques en général, selon les bactéries, d'accord? Mais quand c'est une maladie virale, on ne traite que les symptômes. D'accord. Il faut faire la différence entre les pathologies bactériennes. On peut avoir un traitement. En général, on utilise des antibiotiques. Mais les antibiotiques n'ont pas d'effet sur les virus. Les virus, on a 2 possibilités, voire 3. La meilleure, c'est prévenir, éviter d'avoir le virus tout court. La deuxième, si on l'a, la médecine ne peut que traiter les symptômes ou créer un vaccin. D'accord. Donc voilà les 3 manières de lutter contre un virus. Au niveau de la création du vaccin, on n'en est pas encore là? Je pense qu'on n'en est pas encore là. Je crois qu'il y a un sérovaccin qui a été disposé en Afrique centrale quand il y a eu la grande crise d'Ebola. Mais je n'ai pas l'information, il faudra que je me renseigne au niveau de l'OMS. En tout cas, nous, au niveau du Gabon, on n'a pas de vaccin pour Ebola. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on va traiter que les symptômes. Il y a des personnes qui arrivent à survivre en traitant uniquement les symptômes. Les symptômes sont quoi? Céphalée, fièvre, diarrhée, vomissement, possibilité d'hémorragie interne. Donc, quand c'est la diarrhée et les vomissements, risque de déshydratation, on va essayer de remplir le patient pour pas qu'il soit déshydraté. On va essayer de minimiser la fièvre, minimiser les céphalées. Et des fois, on a quelques patients qui ont un système immunitaire assez fort et qui arrivent à s'en sortir. Comme le cas qu'on a vu, les cas qu'on voit actuellement en Afrique centrale, il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, le taux reste relativement petit, mais il y a quelques personnes qui ont réussi à survivre en fait. Et une fois qu'ils survivent, ils sont immunisés. C'est viral. C'est comme la rougeole, on l'a. Une fois qu'on l'a eu, on ne va pas l'avoir une deuxième fois. On a acquis une immunité. Malheureusement, ces personnes dans leur village, elles sont isolées. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont plus de virus en elles? Elles sont plus contagieuses? Non, elles ne sont plus contagieuses. Elles sont uniquement immunisées. Et elles ne peuvent plus mourir de ça? Non, elles ne peuvent plus mourir de ça. En fait, qu'est-ce qui tue dans Ebola? C'est l'assemblage de toutes ces pathologies-là, comme vous disiez, qui ressemblent à de la grippe au départ. C'est un ensemble qui tue? Ou alors c'est le virus en lui-même qui détruit de l'intérieur? Oh, la question, elle est un peu... Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement, en fait. Simplement, il faut que je trouve mes mots, pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, le virus, il rentre dans le corps humain. Il profite de notre corps, de nos cellules à l'intérieur pour se multiplier. D'accord. Donc, une fois qu'il est multiplié, il passe par le sang. Le sang traverse tous les organes de notre corps, depuis notre cerveau jusqu'à notre petit orteil. Partout, il y a le sang. Donc, partout où le sang passe, partout le virus aussi passe. Et ce virus, il va aller attaquer tous les organes de notre corps. Comment il les attaque? En créant des cailloux
pour créer une hémorragie interne. Donc, on a une hémorragie interne généralisée. D'accord. D'accord. Et comme les artères et les vaisseaux sanguins sont bouchés par ces cailloux, l'oxygène qui est dans le sang n'arrive pas aux organes. Donc, on a une hémorragie et on a une nécrose. Je ne sais pas comment expliquer. Une nécrose, c'est comme lorsqu'un organe est privé d'oxygène. D'accord, les organes ne sont plus oxygénés normalement. Ils meurent. Les premiers touchés, c'est les organes qui produisent le sang ou par lesquels le sang passe essentiellement. Les reins et le foie. Les reins filtrent et le foie filtre et produit le sang. D'accord. Donc, c'est les premiers organes touchés. Par la suite, on a les poumons, parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène par le sang qui rentre, le cerveau et une hémorragie généralisée. Ce qui fait que dans l'ensemble, c'est un tableau clinique assez difficile, assez horrible à regarder, à assumer, et c'est une mort assez... À la limite, vous mourrez debout, quoi. Voilà, c'est une mort assez douloureuse, en fait. D'accord. Donc, c'est ça le problème d'Ebola, c'est qu'à l'extérieur, sans hôte, c'est rien du tout. Une goutte d'eau de javel dans de l'eau et c'est fini, on s'en débarrasse. Mais une fois qu'il est à l'intérieur, il est très, très virulent. Et malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas lutter contre ça. On essaie de traiter les symptômes chez les patients en espérant que leur système immunitaire arrive à résister. Et c'est ce qui est à 90, voire 99%. Pas gagné, quoi, pas réussi. Et donc, au niveau de Vamed, actuellement, vous avez lancé une grosse sensibilisation. Effectivement, c'est-à-dire je profite de l'occasion pour sensibiliser sur deux plans. D'abord, sur le plan purement médical, c'est-à-dire que j'invite tout le personnel médical des CHU et des CHR actuellement d'assister à toutes les formations qui seront disposées au sein de ces établissements. Pardon, autant pour moi, cheveux sur la langue, des établissements pour les formations pour Ebola. Vous êtes le premier franc. Quand on a une personne malade, c'est directement à l'hôpital qu'elle va venir. Si vous n'êtes pas apte à diagnostiquer, à faire le tri et à traiter correctement sans vous exposer, on aura un problème assez dangereux à gérer au niveau national. Donc d'abord, on va former le personnel médical. Ils sont déjà formés comme chaque année, mais là, on va faire un renforcement de campagne là-dessus. Donc, j'invite vraiment tout le monde à assister au cours de formation sur Ebola. Il n'y a pas d'excuse. Vous êtes obligés d'assister au cours. Ça, c'est le volet purement médical. Maintenant, sur les sociétés privées, les sociétés qui ont beaucoup d'employés, qui pensent qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, les sociétés de construction, par exemple, qui ont des gens qui vont sur les terrains assez reculés. Des sociétés alimentaires. Les sociétés alimentaires et autres, les ambassades, en tout cas, toutes les sociétés qui ont une grande influence, les consulats, etc., sont les bienvenus également. On met à leur disposition la formation. Ça ne sera pas la même formation purement médicale qu'on va donner au personnel. Ça sera une campagne d'explication et de prévention. Et puis adaptée au contexte. Et adaptée au contexte. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous, on se déplace sur place pour donner la formation sur place et adapter aux besoins de la société qui sollicite cette formation. Je ne sais pas si le numéro de téléphone s'affiche. Oui, bien sûr, il s'affigera en même temps que votre nom. On a quand même une question d'un téléspectateur qui ne réagit pas au thème, mais qui voudrait vous poser une question. Est-ce que vous pensez que pour des familles qui vivent dans la précarité, pensez-vous qu'elles peuvent suivre à la lettre les conditions d'hygiène ou bien les mesures d'hygiène? Alors, quel que soit le degré de précarité au Gabon, je pense que toute la population gabonaise est capable d'acheter une bouteille d'1 litre d'eau de Javel. C'est largement suffisant, en fait. C'est-à-dire de l'eau de Javel, quelques gouttes dans un seau d'eau, l'utiliser pour se laver les mains, tremper les fruits et légumes, les mangues surtout, parce qu'on n'oublie pas le facteur de contamination animale. Généralement, sur les mangues, c'est les chauves-souris qui viennent croquer dans les mangues et dans leur salive, ils laissent le virus. Avant qu'il ne meure, ce virus, un être humain, il prend cette mangue, il la mange sans la laver. Et là, il est contaminé, il peut contaminer d'autres personnes. Ne pas manger la viande de brousse, si on a un animal mort de manière suspecte, on ne sait pas pourquoi il est tombé dans ce piège. Peut-être qu'il était malade et c'est ce qui a fait en sorte qu'il soit dans le piège du chasseur. Donc, évitez de manger la viande de brousse parce que c'est ce qui peut vous rendre malade. Et les mesures d'hygiène, c'est uniquement se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, simplement. Comme on va pas... Précarité ne veut pas dire saleté.
D'accord. Donc, certes, il y a des personnes qui ont des moyens limités, mais ils peuvent tout à fait avoir du savon simple pour se laver les mains et un petit peu de javel pour désinfecter tout autour. Donc, pour revenir à cette maladie, on le précise encore, il n'y a pas d'Ebola au Gabon. Au point où vous en êtes, c'est plus de la sensibilisation. Il est question de sensibiliser et c'est ouvert aux entreprises également. Voilà. Et pour les personnes individuelles, si je peux le dire ainsi, il n'y a pas un créneau de prévu? Le créneau, c'est plutôt sur Internet, en fait. C'est-à-dire que la formation, elle est très simple. Les informations nécessitent juste une petite recherche sur Internet. Sur notre site vamed.com, ils peuvent trouver une rubrique où il y a toutes les recommandations de l'OMS qui sont sur le site et qui peuvent facilement avoir accès à ça. Mais en général, pour une personne simple qui n'est pas dans un cadre professionnel ou dans un cadre médical, ce qu'elle doit retenir, c'est l'hygiène, l'hygiène. Vraiment, se laver régulièrement les mains, essayer de désinfecter, vraiment l'hygiène. C'est la seule chose qui... Si les personnes, même sans comprendre, arrivent à appliquer ça, c'est déjà ça de gagner. En fait. Alors, précisez, il faut vraiment éviter la psychose, hein, parce qu'après, votre voisin peut avoir une hémorragie qui... je ne sais pas, peut être provoquée par le soleil. Nous, on a eu le cas dans un hôpital, en fait, aux urgences. C'était pas cette année, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, quand il y a eu la grande crise d'Ebola en Afrique centrale. Et on a eu un patient qui est arrivé avec une fièvre. Il était très fatigué. Il a saigné du nez. Voilà. En fait, il avait fait un AVC, ce qu'on appelle un AVC hémorragique. Donc, il était hyper tendu. Il a fait un AVC hémorragique. Il a saigné du nez. Mais on était tellement dans la psychose que tout le monde s'est éloigné de lui. Toutes les infirmières se sont éloignées de lui. Sauf une infirmière très courageuse, que je félicite d'ailleurs, qui s'est protégée parce qu'on... On peut s'être éloigné à raison, mais elle a su comment, justement, on forme le personnel pour savoir quelle attitude adopter. Ce n'est pas l'air qui contamine après. Voilà, elle s'est protégée. Oui. Elle a mis sa blouse, ses gants, elle a mis son bavoir, elle a mis ses lunettes et elle est voir le patient. Elle a pris en charge, elle a ce qu'on appelle dans le jargon, elle a techniqué. Elle a fait ses analyses, on a envoyé au labo, puis c'est pas Ebola, on a stabilisé la tension et le patient s'en est sorti. Voilà, donc éviter la psychose. Éviter la psychose. Mais si c'est une psychose qui va vous pousser à vous laver régulièrement les mains, c'est pas grave. Gardez la psychose, mais lavez-vous les mains. Mais si ça vous emmène à crier dès que le voisin perd une goutte de sang ou alors dès qu'il éternue un peu, là, ça devient une mauvaise psychose. Juste se laver les mains. Voilà. Juste se laver les mains. Le virus n'est pas virulent à l'extérieur. Même si je l'ai eu sur ma main en touchant quelque chose de souillé et que je l'ai sur la main, si j'ai pensé à me laver les mains tout de suite avant de me toucher et me contaminer, il est mort. Voilà, il ne rentre pas dans la main, en fait. C'est le contact avec les muqueuses, avec la respiration, avec la bouche, etc. D'accord. Donc, si je l'ai sur ma main et que je me suis lavé les mains, c'est bon, il est mort. Voilà. Donc c'est un virus qui n'est vraiment, avant de rentrer à l'intérieur, il ne vaut rien. C'est le dernier des virus, on peut appeler ça. Il y a plus grave. Hein. Donc c'est vous qui lui donnez sa force. Exactement. Donc évitez qu'il rentre à l'intérieur de vous en vous lavant régulièrement les mains. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment Amel Manaï de nous avoir donné ces informations. Je rappelle que vous êtes donc la coordinatrice de formation médicale des CHU et CHR pour le compte de VAMED. Juste vous poser cette question, vous pouvez réagir en une minute. Comment vous, par exemple, vous réagiriez aux avances de votre patron ou de votre supérieur hiérarchique? J'ai jamais été confrontée à cette situation, donc je peux pas vous répondre. Donc comment quelqu'un pourrait réagir face à cette situation? Je pense qu'il faut mettre les règles, il faut être professionnel. Il faut poser les règles tout de suite, éviter les familiarités malsaines, on va dire, au bureau. Et je pense qu'une femme, quand elle met une certaine distance, je ne pense pas que les hommes osent, surtout dans un milieu professionnel, franchir ce pas. Dans le cas contraire, il faut saisir les voies légales. Hein. Je pense que l'inspection de travail est très rigoureuse là-dessus. Donc, il faut savoir le dire haut et fort et ne pas garder ça pour soi et encaisser. Bien sûr, dans la mesure où on n'est pas intéressé. Ah, bien entendu, si on est intéressé, c'est autre chose. Ce n'est plus des avances.
En tout cas, merci. C'est de la séduction, on va dire. Voilà, par exemple. Et on pourrait répondre en essayant, pourquoi pas, hein, ça dépend si on est intéressé. C'est à proscrire dans le milieu professionnel. Entre collègues, c'est pas sympa quand même. Quoique, bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, tout le plaisir. On espère vous recevoir très bientôt. N'hésitez pas, les portes vous sont ouvertes. Vous venez. Je vous remercie. J'invite tout le monde à noter les numéros de téléphone qui s'affichent au cas de besoin pour plus d'informations et je répondrai volontiers à vos besoins. Voilà, donc si vous n'avez pas pris le numéro là maintenant, vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission plus tard dans la journée, disons plutôt au petit matin sur les antennes de Gabon Première ou encore trouver le replay sur la chaîne YouTube Groupe Gabon Télévision. Merci une fois de plus, hein, je le dis beaucoup, merci, c'est un plaisir de vous recevoir. On vous raccompagne avec une respiration et on se retrouve juste derrière pour aller à l'école parler d'orthographe. À tout de suite.